Bonjour, autour de cette table ronde pour les rendez-vous Paris Maths, les interlocuteurs ont changé. La question qui nous occupe maintenant est si le risque transport était un risque majeur pour l'entreprise. C'est la problématique à laquelle vous, Monsieur Oliver Wild, président de la MRAE, allez répondre avec Monsieur Gilles Bénéplan, directeur général de Verlingue. Bonjour messieurs. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Bonjour. Donc oui, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler du risque transport avec Gilles. Donc juste pour me présenter brièvement, je suis président de la MRAE et donc un des axes principaux pour nous, c'est le socle du risk management, c'est d'identifier les risques avant d'avoir recours à des solutions assurantielles. Donc on portera ce sujet-là dans le contexte de notre discussion. Donc moi je suis Gilles Bénéplan, je suis directeur général de Verlingue et d'Adélaïde. Je te propose Oliver qu'on structure nos échanges comme une discussion, comme on a l'habitude d'en mener ensemble assez souvent. Pour commencer, je voudrais avoir ton point de vue de risk manager sur le risque transport ou le risque du transport. Est-ce qu'il faut faire une distinction? Qu'est-ce qui fait le plus sens pour toi pour analyser ce sujet? Je pense qu'il y a les deux en fait, il faut contextualiser ce risque par rapport à l'ensemble de l'analyse des risques que l'on peut mener. Comme je le disais, je pense que toute discussion risque doit commencer par une bonne identification des risques, parce que quand les risques sont gérés, l'entreprise est durable, responsable et plus résiliente. J'imagine mal la discussion sur le risque transport sans parler de risque d'approvisionnement, de chaîne logistique. On a bien pu le voir avec la crise du Covid, à quel point ça a pu être tendu sur ces sujets-là. Donc il faut avoir une bonne compréhension de son risque et puis voir quels sont les moyens de maîtrise, donc les alternatives que l'on peut avoir par rapport à ce risque-là. Et puis en fonction de son activité à soi, si on est transporteur ou si on utilise des transporteurs pour transporter ses produits, les risques ne vont pas être les mêmes et les dépendances non plus. Sur ce sujet de la cartographie des risques, est-ce que le risque transport avait une place importante dans la cartographie des risques des entreprises, disons, qui ne sont pas dans le transport, bien évidemment? Et est-ce que ce positionnement du risque transport dans la cartographie, tu l'as vu évoluer avec les événements récents, en particulier le Covid et les grands événements qu'on a vus? Alors, contrairement au Covid, je pense que le risque transport est clairement sur la cartographie des risques des entreprises. Bien évidemment, son impact et son importance va varier en fonction du secteur d'activité et de la dépendance à la logistique ou au transport de son activité. Ce que l'on peut dire, c'est que clairement, avec la crise Covid, ce risque, il a pris encore plus de place, puisqu'on a vu les difficultés auxquelles on a pu être confronté. Et il va continuer à prendre une place importante parce qu'il y a toutes les conséquences d'une crise sanitaire. Donc ce n'est pas que la crise sanitaire, mais c'est les conséquences économiques, conséquences politiques potentiellement et les conséquences sociales. Donc il va falloir intégrer ça dans les questions qu'on a pu se poser au moment de la crise, dans la gestion de sa logistique, de son approvisionnement. Et des conséquences aussi à prendre en compte dans sa stratégie d'approvisionnement aussi. On a beaucoup parlé de mondialisation et de retour à du local plutôt. Et donc je pense qu'il faut arriver à avoir une stratégie qui combine le local et le global et avoir ces alternatives bien en tête quand on veut gérer ce risque-là en particulier. Tu as raison de dire que cette crise Covid-19 était vraiment multifacette. On a clairement une crise sanitaire avec la pandémie dont on espère un jour sur deux qu'on va bientôt s'en sortir. On a la crise économique avec un recul de 9% du PIB en France, qui est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis des décennies. Puis bon, cette crise financière qui est évitée à court terme parce que y a ce grand recours aux banques centrales qui ont fait financer la dette par la monnaie. Et puis, tu citais la crise sociétale qui est devant nous, au sens où une grande partie des gens qui ont été touchés par la crise de la Covid, c'est des gens qui étaient déjà faibles. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. En ce qui concerne le transport, on a clairement eu des pertes de chiffre d'affaires. On a eu
des difficultés d'approvisionnement. Comment les entreprises ont vécu là, la partie transport pure dans cette crise? Et ça a été compliqué, je veux dire, en fonction de son activité, bien sûr. Je pense que justement, les entreprises qui avaient bien identifié les risques d'approvisionnement et transport ont mis en place des dispositifs qui leur ont permis d'être plus résilients face à une crise qui est là sanitaire, mais ça pourrait être une autre crise. Si on a une crise, une attaque cyber de grande envergure, par exemple, qui immobilise des chaînes logistiques, il va bien falloir trouver des alternatives. Et je pense que le risk management a pris une place importante pour pouvoir avoir un dialogue intelligent avec les assureurs, pour montrer à quel point on peut gérer le risque et puis n'avoir recours aux assureurs que sur la partie, on va dire, exceptionnelle et l'accompagnement dont on peut avoir besoin pour gérer ces alternatives-là. Et ce qui est intéressant, c'est que face à des pénuries, il a fallu avoir recours à des chaînes logistiques pour lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude, sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de s'appuyer. Et beaucoup d'entreprises sont en train d'adapter leur stratégie aussi d'approvisionnement. Enfin, on voit par exemple Ikea qui ne veut plus faire du just-in-time, mais qui va avoir du stock alors qu'ils n'avaient pas de stock avant. Donc toute cette réflexion autour de comment je gère mon stock, comment je gère mes flux, va avoir un impact sur tout le secteur du transport et de la logistique, c'est sûr. Oui, c'est intéressant que tu mentionnes le cyber. Il y a eu cette attaque du pipeline aux États-Unis qui était un problème d'approvisionnement aussi de sources concurrentes des tankers, en fait. Oui, tout à fait. Un autre événement qui a vraiment été très fort médiatiquement, on a tous en tête la photo de l'Evergreen en crabe dans le canal de Suez. Et on a quand même vu à travers cet événement, qui finalement c'est pas mal fini, ou en tout cas pas si mal que ça, on a quand même vu une grande fragilité des approvisionnements et aussi une grande complexité de la façon dont on travaille avec ces immenses containers. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ce qui est intéressant avec cet événement, c'est qu'il y a eu un gros boom médiatique, on va dire, avec cet événement. Un peu un effet de panique aussi. Il y a la crise sanitaire. Hein. Ensuite, il y a le canal de Suez qui est bloqué par un gigantesque porte-container. Et on voit les effets en cascade. C'est-à-dire qu'on voit en fait, le canal de Suez bloqué et toute cette chaîne de conséquences en cascade avec tous ces bateaux arrêtés. Donc on a eu les images à la télé, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, l'événement a été assez court. Et si on imagine, enfin je fais toujours le parallèle avec le Covid, je suis désolé, mais au début on nous a dit que c'était juste une petite grippe saisonnière et finalement ça fait 18 mois qu'on est dedans et ça a l'air de continuer. Si cet événement si on n'avait pas pu débloquer l'Evergiven en quelques jours, et si ça avait duré un mois, qu'est-ce qui se serait passé? Si ça avait duré 3 mois, qu'est-ce qui se serait passé? Et là on voit des conséquences qui deviennent assez importantes. Déjà en 6 jours, il y a eu un impact phénoménal sur le prix du pétrole, ce genre de choses-là. On voit des pénuries de pièces et des retards en approvisionnement, les conséquences sur les coûts des matériaux. Donc c'est assez impressionnant. Donc il va falloir forcément pouvoir, pour être résilient, pouvoir danser sur les 2 pieds ou plusieurs pieds pour pouvoir gérer ce genre de risque-là. Tu as raison de parler de gigantisme. Hein. Mon ami Mathieu Berruyer me donnait quelques chiffres. On a 20 000 containers, généralement appartenant à des chargeurs différents. Et on est en passe de construire des porte-containers à 25 000. Il y a 10 000 passagers sur un bateau de croisière. On n'a pas parlé de l'industrie de la croisière, mais qui s'est arrêtée après avoir eu des croissances à 2 chiffres pendant les années. Donc, on a vu quand même l'importance des pertes financières, avec des systèmes assurantiels qui sont un peu frileux aujourd'hui sur la façon de couvrir ce gigantisme. Ce qui frappe le non professionnel du maritime que je suis, c'est que finalement, ces sommes, elles sont très importantes, mais elles ne sont pas plus importantes que celles des plateformes de forage ou celles des grandes usines d'incinération de déchets. Est-ce que tu penses là qu'il y a un progrès qui doit être réalisé par les assureurs transport, le marché du transport, de l'assurance transport sur ces sujets?
Oui, il y a potentiellement une adaptation des processus et des systèmes que l'on utilise pour évaluer et suivre le risque, notamment sur les cumuls. Enfin, si on parle d'un porte-container avec plus de 20 000 containers, chacun un petit bout, comment l'assureur va traiter cet aspect-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Moi, je suis pour le dialogue avec les assureurs, donc une bonne compréhension de la gestion des risques, et puis comprendre où s'arrêtent les responsabilités de chacun et comment on peut gérer. Parce que le moment où on va souscrire l'assurance, bon, en général, tout se passe bien, même si les discussions sont un peu tendues en ce moment, mais c'est au moment du sinistre qu'on va avoir un problème. Et s'il n'y a pas une clarté absolument pure des responsabilités, des cumuls de valeurs, ce genre de choses-là, ça va être très très compliqué à gérer, comme ça a pu l'être pour l'Evergiven. Mais des risques de grande ampleur ou systémiques qui impliquent plusieurs acteurs ou plusieurs assurés, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, il y a le tremblement de terre, le risque cyber en est un autre. Et je ne pense pas que le désengagement du marché de l'assurance est le bon, ou bien au contraire, il faut qu'on arrive à reconstruire ce dialogue avec le courtier, l'assuré ou les assurés et le marché de l'assurance pour trouver la solution qui est adaptée. Moi, je crois qu'on va voir dans le marché du transport des efforts de modélisation, bien sûr des retours d'expérience sur les sinistres, mais des efforts de modélisation sur le suivi et le tracking des valeurs. Alors, c'est plus compliqué parce que ces valeurs, elles bougent. On ne sait pas toujours, on l'a vu avec l'incendie qui s'était passé dans le port chinois où tout le monde s'était révélé avec des cumuls très importants. Mais je crois que ce n'est pas une fatalité et qu'il faut augmenter la technicité. Oui, et en termes de système pour le tracking, des choses qui ne sont pas encore sur tous les marchés, mais si on prend l'exemple de la blockchain, il y a des réflexions sur la traçabilité de déchets toxiques, par exemple, ou la traçabilité de certains matériaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système, justement, qui donne une certification à plusieurs pans pour, justement, avoir une vision complète, globale, du risque qui est porté, en fait. Le dernier terme que je voulais aborder avec toi, c'est un sujet qui est important, qui est un sujet qui t'est très cher, qui est toute la démarche RSE. Et tout ce qui touche à l'environnement, Veolia est au cœur de ces efforts. Comment tu vois la place, la contribution et les efforts du secteur du transport dans ce domaine ? Enfin, il est important parce qu'on voit des événements, par exemple sur les pétroliers, les impacts environnementaux directs, je dirais, où on a un Erika, par exemple, qui va polluer ou ce genre de choses-là. Mais il y a aussi toute la technologie dans le véhicule, quoi. Comment le véhicule qui transporte fonctionne. Alors, on parle d'hydrogène, ce genre de choses-là. Je pense qu'on a encore une marge de progrès. Il y a beaucoup de solutions innovantes d'un point de vue technologie. Et il faut que tous les acteurs contribuent à ce développement. Là, on voit une situation où on a des acteurs, notamment sur le marché de l'assurance, ou des investisseurs qui disent « moi, je ne vais plus travailler avec tel ou tel acteur parce qu'il a une activité polluante ». Même s'il est en train d'essayer de la décarboner, ou même si c'est une infime partie de son portefeuille et qu'il investit en parallèle à décarboner son activité. Donc je ne pense pas que le retirer de son portefeuille va l'aider à accélérer cette transformation, et justement, je pense que assureurs, courtiers, enfin l'ensemble des parties prenantes doivent aider à cette transformation écologique, et ce n'est pas en les laissant tomber qu'on va aller plus vite. Au contraire, c'est en les accompagnant et qu'on pourra faire les évolutions nécessaires, puisque l'urgence climatique n'a pas disparu avec la crise du Covid et l'enjeu est toujours aussi présent. Et un des éléments qui illustre ce que tu dis, c'est le transport public des voyageurs, qui à la fois est vu comme un risque difficile par les assureurs, qui est vu comme évidemment consommant du carbone, mais qui est infiniment moins polluant que de prendre des voitures individuelles. Donc là, on est dans une sorte de paradoxe où on n'est probablement pas assez un secteur qui est, in fine, une bonne chose pour l'environnement. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la transformation écologique, elle doit être accompagnée. Il ne faut pas mettre de côté les choses, il faut justement les aider. Et c'est ce qu'on fait chez Veolia notamment, où on ne sort pas toutes les activités charbon de notre portefeuille, on les transforme en activités vertes et on accompagne cette transition en tant qu'expert. Donc c'est clairement la voie. Si on les laisse sur le bas-côté, elles vont continuer à être polluantes et il n'y aura pas cet effet de transformation.
Est-ce qu'il y a, et on arrive au bout de notre conversation, mais est-ce qu'il y a pour toi un message sur ces questions de RSE pour le monde de l'assurance, les assureurs, les gens du risque? Est-ce que tu crois qu'on a un rôle plus fort à jouer que ce qui a été fait par le passé? Oui, je pense que en fait, cette transformation, le sujet de la RSE, d'une part, il doit être intégré dans notre réflexion. C'est pas un truc à côté. C'est bien intégré à nos activités, de chacun, hein, de toutes les parties prenantes, que ce soit les assureurs, les courtiers, l'assuré, la société en général. Et il faut qu'on trouve le bon équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout basculer d'un jour à l'autre. Il faut avoir une évolution dans cette transformation, tout en prenant en compte dans nos réflexions l'environnement comme étant une partie prenante, la société comme partie prenante, nos salariés, nos collaborateurs, nos actionnaires et ainsi de suite. Et donc c'est en ayant un bon équilibre sur l'ensemble de notre performance plurielle et un équilibre pour répondre à l'ensemble des attentes des parties prenantes qu'on y arrivera. Alors après, il y aura des arbitrages à faire en fonction des décisions à prendre. Mais c'est en ayant pleine conscience de ces attentes que l'on va arriver à faire une transformation durable et qui sera résiliente aussi pour les stress et les chocs à venir. En fait, cette résilience, elle viendra évidemment de la conformité, mais probablement d'une amélioration de la culture du risque. Tout à fait. Écoute, Oliver, je pense qu'on est dans les temps. Vous êtes Merci. Dans les temps. On vous passe la parole pour la conclusion. Merci en tout cas à vous pour cet échange qui a permis de donner d'autres sujets finalement, un autre prisme. C'était très intéressant. Et on continue sur cette problématique environnementale avec les deux tables rondes suivantes, d'un côté du point de vue maritime, de l'autre du point de vue aérien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Merci.